Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Xavier Baron, qui est ancien directeur de l'agence France Presse au Proche-Orient et l'auteur d'un livre récent intitulé « Aux origines du drame syrien 1918-2013 » qui est publié aux éditions Talendier. On va évidemment évoquer la Syrie, 2 ans de violence, 70 000 morts, pas d'issue en vue. Sur le terrain, les choses sont très mouvantes. On a vu ces derniers jours que les rebelles affirment avoir pris le contrôle de la capitale provinciale de Raqqa. Ce serait, selon certains, un tournant. Le gouverneur de la province est apparemment dans leurs mains. Est-ce qu'on peut penser que c'est un tournant ? Alors il faut se méfier des surestimations parce que depuis le début du conflit, il y a 2 ans, on a souvent dit c'est un tournant. Le régime vient de subir un échec dont il ne se remettra pas et ça a été dit constamment et même par les diplomates occidentaux qui, à mon avis, là, se sont trompés lourdement ou avaient une grande méconnaissance du régime. Raqqa n'est pas le nœud du problème. Raqqa est une ville dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, dans une région qui n'est pas le cœur actif de la Syrie et il semble bien avoir un peu la carte des opérations depuis 2 ans, que le régime a compris qu'il ne pouvait plus contrôler le nord de la Syrie. Donc toute la région frontalière avec la Turquie a été largement abandonnée par les troupes de Assad. Il a passé des accords plus ou moins tacites avec les Kurdes. Les Kurdes ne bougent pas beaucoup. Les Kurdes ne touchent pas non plus aux troupes syriennes. Vous avez des villes kurdes dans lesquelles il y a l'armée syrienne où rien ne se passe, donc il y a un accord tacite. Là, Raqqa vient après Deir ez-Zor, qui est aussi une ville le long de l'Euphrate, et qui est dans le nord de la Syrie aussi, qui est assez dévastée. Raqqa est près du barrage de Tabqa, du grand barrage qui est sur l'Euphrate, que les rebelles ont pris il y a déjà plusieurs semaines. Donc cette région est largement perdue par le régime. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas forcément volontaire, mais que le régime considère que ce n'est pas stratégique et que ce n'est pas si grave finalement. Le régime dit même que c'est une victoire pour eux. Donc il ne faut pas trop se fier à ce que dit le régime, mais si on regarde la carte des opérations, ce n'est pas une opération décisive. Par contre, ce qui se passe simultanément du côté de Homs, là où le régime a lancé des offensives ces derniers jours et même vient de reprendre une route stratégique qui conduit à Alep, à l'aéroport international d'Alep, qui manifestement est important pour le régime. Là, c'était une bataille qui avait une signification stratégique. Et Homs, qui est à 20% entre les mains des rebelles et que le régime essaye de reprendre depuis plus d'1 an, là, il y a une offensive très, très, très violente qui est en cours. Le régime essaye de reprendre petit à petit des quartiers qui lui échappent. Et là, on peut dire que c'est décisif. Si le régime venait à perdre Homs, il serait coupé à la fois du nord de la Syrie d'Alep et coupé de la région alawite. Homs, c'est un nœud de communication qui permet d'aller vers la région alawite, qui est évidemment capitale pour le régime compte tenu de sa composition. Très bien. Alors, la situation actuelle n'est pas venue de nulle part. Dans votre livre, vous expliquez qu'elle n'est pas non plus le fruit uniquement du printemps arabe et de sa contamination vers la Syrie, mais que c'est lié évidemment à la géographie, mais surtout à l'histoire, notamment à l'histoire du XXe siècle, que c'est une crise qui finalement n'est pas si surprenante que ça, vu l'histoire de la Syrie. Non, la Syrie la Syrie a 100 ans, la Syrie a un siècle. Elle a été créée par les Français, les Anglais, il y a près d'un siècle, après la Première Guerre mondiale. La Syrie est toujours mal vécue parce que quand le pays actuel a été créé dans les frontières que nous le connaissons, on a amputé à peu près la moitié du territoire. Et puis les Syriens, donc dans les limites actuelles, comme les autres Arabes, on leur avait promis l'indépendance, et puis ils ne l'ont pas eu. Ils ont eu un mandat, donc ils avaient eu que 4 siècles de domination ottomane, et puis à nouveau une puissance étrangère. Ils n'ont finalement été indépendants qu'en 1946, quand les Français sont partis, après des siècles de domination étrangère. Ça s'est pas bien passé, puisqu'il y a eu des coups d'État successifs. Il y a même eu certaines années où il y a eu 3 coups d'État dans l'année. Et finalement, après toute cette période tumultueuse,
le Baas s'est imposé en 63, puis surtout en 66 et encore plus en 70, sur la base du parti, de l'armée, des services de sécurité et des Alaouites. Petit à petit, c'est devenu un État essentiellement alaouite. Et donc, le pays n'a jamais eu un siècle tumultueux. Et après l'arrivée de Hafez el-Assad en 70, même à ce moment-là, le pays n'a pas connu la tranquillité, puisqu'il y a une sorte de guerre civile. Et là, déjà, avec les partenaires que l'on connaît aujourd'hui, où entre les sunnites et les alaouites, il y a eu une guerre larvée, il y a eu des attentats. Hafez el-Assad, le père, a failli périr dans un attentat. Il y a eu une révolte dans la ville de Hama, suscitée par les frères musulmans. Et le régime a écrasé la ville, détruit, pilonné, rasé Hama. C'était déjà entre sunnites et alaouites. Donc tout ça, c'est resté dans la mentalité, dans l'inconscient collectif des Syriens. Et donc la phase de stabilité sous Assad, père, puis fils, était totalement artificielle. C'était une période de stabilité apparente, ou fictive, ou virtuelle, mais ça ne veut pas dire que tout a été calme pendant cette période-là, loin de là. Alors, vous racontez un séjour que vous avez fait en 2008. Donc, oui. Bachar el-Assad était déjà au pouvoir, il est arrivé en 2000, suite à la mort de son père. Et vous dites qu'il était relativement populaire à l'époque, oui. Comme si vous semblez insinuer qu'il y avait encore un espoir de réforme à cette époque-là et qu'il aurait pu faire le bon choix. Déjà, à ce moment-là, les espoirs de réforme avaient disparu, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé le printemps de Damas en 2001, après l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad, qui a été rapidement mis au pas, et certains responsables ont été soit mis en prison, soit dû partir en exil. Non, mais par rapport aux années de Hafez el-Assad, où la Syrie donnait vraiment l'impression d'un État qui allait vivre ou qui venait de vivre un pronunciamento. Il y avait des troupes, des forces spéciales dans les rues qui contrôlaient au carrefour, il y avait la police partout. Si vous circuliez dans le pays, vous aviez les milices du Baas qui vous arrêtaient de temps en temps sur la route. Quand j'ai revu la Syrie, il n'y avait plus tout ça. Quand j'ai revu la Syrie après, en 2008, le pays était assez pacifié dans l'ambiance. J'ai circulé, j'ai passé une longue soirée à Hama, là où a eu lieu la répression en 1982. L'activité pleinement normale, les activités nocturnes, comme souvent dans ces régions-là, était tout à fait normal, c'était actif, j'ai pu circuler sans le moindre problème. Et donc, par rapport à ce que j'avais connu dans les décennies précédentes, je trouvais qu'effectivement, Bachar el-Assad avait bien pacifié l'atmosphère des villes. Mais je me trompais évidemment, puisque compte tenu de ce qui s'est passé en 2011, on a vu ressurgir, même si, en quelque sorte, le printemps arabe a été l'étincelle ou était le détonateur de ce qui s'est passé, ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui couvaient. Mais donc on a vu ressurgir, j'allais dire, le fantôme de son père, d'une certaine façon, oui. Parce que oui. Le choix qui a été fait... Avec la même méthode qui est de réprimer et toute tentative, toute manifestation d'opposition. Mais ça vient de lui, parce qu'on a souvent supputé que c'était ses frères, son entourage, l'entourage de son père. Autant que je le sache, depuis le début de la rébellion en 2011, il participe tous les jours, ou quasiment tous les jours, il préside quasiment tous les jours le conseil de défense ou le conseil militaire qui se réunit tous les jours à Damas pour évaluer la situation. À connaissance, il a toujours été présent. Alors, sur le terrain, on a évoqué les avancées des rebelles. Il y a aussi un changement dans la nature des rebelles, et notamment des rebelles qui combattent le mieux. Et c'est une crainte que le régime a avancée, on a dit que c'était de la propagande, mais qui aussi est dans les pensées des décideurs occidentaux. Les djihadistes semblent avoir la haute main sur les combats du côté des rebelles. Oui, il semble bien que toutes les avancées militaires les plus significatives au cours des derniers mois aient été le fait de djihadistes qui viennent d'un peu partout,
qui sont toujours disponibles quand il y a une situation conflictuelle dans une région du monde ou une autre. Donc un certain nombre sont venus de Libye, un certain nombre d'Irak, on les avait vus à l'action pendant la guerre américaine, et d'ailleurs ils sont toujours en action, puisque même le Premier ministre irakien vient de dire qu'il espère que le régime d'Assad reste en place, parce que sans ça il craint pour la déstabilisation de l'Irak. Alors ces djihadistes, il y en a qui ont évidemment fait l'Afghanistan, et ce sont les plus disciplinés et les plus déterminés. Les mieux armés aussi. Alors les mieux armés, parce que manifestement c'est eux qui reçoivent les armes qui viennent d'Arabie Saoudite et du Qatar. En tous les cas, ils les utilisent les mieux et ils sont les mieux servis. Et ils passent, ils viennent, ils franchissent la frontière turque assez régulièrement. Et c'est... Alors, il faut évidemment que vous le dites, que deviendront-ils une fois que le conflit, comme on l'espère, s'arrêtera? Ça, c'est un point d'interrogation, personne ne peut le dire. Un certain nombre ne sont pas syriens, d'autres sont syriens. On a vu que même en Irak, dans la province d'Anbar, qui a donné tant de mal, et qui est frontalière de la Syrie, qui a donné tant de mal aux Américains, il y a toujours des djihadistes, puisqu'il y a des soldats syriens qui s'étaient réfugiés en Irak et qui ont été tués il y a quelques jours. C'est un point d'interrogation. On ne sait pas quel pouvoir se mettra en place en Syrie, puisqu'il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, 2 ans après le début du conflit, on n'a toujours pas de programme de l'opposition, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent, il n'y a toujours pas vraiment de leader incontesté. Quel type de régime ils veulent pour la Syrie, ça c'est encore un point d'interrogation. L'opposition n'a pas été en mesure encore jusqu'à présent de dire exactement ce qu'ils veulent. Très bien, écoutez, merci beaucoup Xavier Baron pour vos éclaircissements sur la situation en Syrie. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.